cause de toi. L'année dernière, il y avait un monde fou. Bah oui, là, il n'y a plus personne. Elle fait flou. J'ai appris que vous l'aviez embauché. J'ai appris que vous l'aviez embauché il y a quelques années. Il doit faire ça. Je vais mettre des petites affaires de l'autre côté. La place. Oui, tu peux retirer tes trucs, c'est Non, dégueulasse. je ne pas. Toi, tu vas être très à l'aise, alors que ça va être pilote, c'est ça là. Ah, je te laisse pas parler. Mais de toute façon, Ouais, c'est ce qu'on avait. On s'était déjà entendu. Ouais, mais j'en ai marre. On sait comment ça va se passer. Hein. Un peu des gonzesses. C'est pour ça que Les quand femmes, je, vous les donne, femmes. Qu'est-ce que vous avez fait là? C'est quoi? quand je vous donne la parole sur Elisabeth II, gardez-la parce qu'il ne vous la rendra pas. En bande de nains. Il y a personne, c'est pour toi, l'année dernière. La même salle était blindée. Ah, peut-être que je suis. Peut-être que je suis encore de la même. Bah, j'ai beaucoup de bonnes vieilles dames, moi. J'ai énormément de dames. Prenez vos trains. Vous prenez vos trains à quelle heure? 18h15? 17h16. Ah, mais je suis attendu, tout est organisé. Alors, moi je suis. Voilà. Hey, c'est Robert Kopp lui-même. Applaudissez Robert Kopp. Bravo, très bien. Hein. Je ne sais pas si vous les avez relus, vous prenez vos éditos, mais Mais en Figaro, j'ai même pas fait plus tard. J'ai fait l'introduction à toute personne. Et évidemment, le choix, c'est pas le choix. bah, Je n'empêche. peux pas me relire. Mais 4 ans après, vous avez raison à peu près sur tout. Hein. Ah bon, c'est vrai? Ah oui. Je peux vous parce que je... Sur les gilets jaunes, sur Macron. Ce livre-là, ils ont fait le président. J'étais pas du tout chaud. J'ai eu un énorme emmerde, c'est que j'ai dû refaire tout le truc en inné parce que ça a tellement bien marché, parce qu'ils ont quand même vendu 20 000 sous-posés pour moi. Je suis un machin. Et ils m'ont dit on le refait. Voilà. On le refait, je me suis dit, c'est très pratique de faire comme ça. Il faut rentrer les soirs. Ça fait quoi, 50 000 Celui-ci, 50 000. En plus, c'est un faux ami, parce qu'en attendant De Gaulle, alors qu'on n'en parle quasiment pas. Et 20 000, non, parce que je suis devenu Oui, non, mais en attendant. Le titre, ça n'a rien à voir avec les livres. Non, mais ce qu'on a compris, c'est que de toute façon, il n'y en a aucun qui arrive à la chute de Gaulle. Ça, on est bien d'accord. Mais... je suis pas d'accord avec ça parce que les gens se rappellent souvent Philippe Bouvard, souvent c'est un nom ou un alcoolique comme Schroeder. Oui, mais là, la classe politique française, non. Oui, non, c'est vrai. Parce que Schroeder, quand même, c'est finalement, il y a en 2004, il y a 2003, 2004, il y avait vraiment un terrain. Oui. Je sais pas. C'est vrai, de toute façon. Mais c'est vrai que je suis devenu très réaliste avec Gaulien et Queneau. C'est pas mon mec. Et avant qu'on commence, je discutais avec Mme Funel, elle vient de m'avouer qu'elle regrettait dans les femmes de tas de ne pas avoir fait un 21e portrait, celui de Sandra Rousseau. Je vais vous lancer là-dessus qu'on rigole de lui. M'en parlez pas. Mais moi, il y a le portrait dans ma rédac, hein, Daniel, je caricature, mais C'est vrai, il l'adore. bah, tous les jours. Elle a fait un très gros score. On va pas laisser des mecs qui arrivent chez toi, ils sont décalés. Ce qui est fort, c'est que vous êtes en désaccord avec tout ce qui est à droite, vous êtes fasciste, vous êtes catalogué. Et comme elle a dit Sardine Rousseau aussi, que c'était un truc d'extrême droite, tu vois, alors tout à fait là, c'est Toute critique à des 5 ans. connards allumés, c'est marrant. Je suis obligé d'attendre un petit peu. Oui, c'était blindé. Hein. Ce sera blindé. Mais j'essayais la double vie. Ah, bah. Non, mais tu prends tout pour le donner. Moi, attends, je me marie, Maman. tu vois, ce débat, ça fait je dis n'importe quoi, je m'en fous avec beaucoup d'aplomb. Je change d'avis après, c'est pas grave. C'est la base de l'outil, c'est de changer d'avis. Je veux nommer un mec à la tête de la culture, quand Jean Daniel et Patrick. Tu vois, je
charmante chaussure, en l'air, dégueulasse. Alors attends, si tu permets, on va faire un peu plus. Donc, et alors attends, je crois, un ou deux ans plus tard, je suis dans le bureau d'Arsène. Tu peux me trouver un mail, le directeur adjoint, qui est un Inconnu au bataillon et parachutiste de Paris. Ben moi, ils ont parachuté de Paris une connasse dans cette section de l'été. Carayon, une connasse contrôliste. C'était à mon avis la maîtresse du cousin, de la sœur, du médecin personnel de ma femme. J'ai vu sa tronche, j'ai dit à ma femme, j'ai traversé toute la France pour faire un barrage national. J'ai voté pour cette connasse. Ben, j'ai voté, je me suis rentré dans le jeu. C'est impossible pour un être normal de voter pour cette connasse. Et en face, tu avais une fille grosse blonde, conseillère municipale, conseillère régionale, directrice marketing, une gueule grosse blonde, et tu voyais énergie. Tu votais. Bon, le conseiller de la chanson. Alors que c'était pas évident au départ, d'ailleurs. Parce que c'était pas évident. D'accord, bon, on y va. Mais non, pas maintenant, pas t'en as plus. Vous avez votre train. Non, on a tout notre temps. C'est à quelle heure on est viré? De toute façon, avec elle, ça va pas tenir longtemps. Parce que, Non, non, mais laisse la parole à France. Il nous vire à On va 16h. dire ça, moi je fais. bah non, pas 16h, 6h10. Hein, En plus, si je dis que j'ai bien aimé, 16h10, il y avait du retard. c'est bénévole, la preuve que j'ai bien aimé. 16h10, il y avait du retard. Hein, donc, Ouais. mais oui, évidemment. On y va. Bonjour, merci d'être avec nous ici à l'Hôtel de Ville avec deux auteurs que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Franz-Olivier Gisbert, qui est un habitué du livre Sur la place, pour En attendant De Gaulle, une compilation des éditos ou des chroniques, pour ceux qui ne sont pas dans le métier, que Franz-Olivier Gisbert a pu faire ces 4 dernières années. Donc, tout le monde en prend un peu pour son grade. Évidemment, on va en parler dans un instant. Et on se rend compte surtout que certains qui ont été écrits en 2018, 2019 ou pendant la crise des Gilets jaunes, à peu près tout ce qui est écrit dans ce livre, donc un recueil d'éditos, eh bien, en fait, sont encore juste aujourd'hui. Ça veut dire que Franz-Olivier Gisbert avait vu juste, et on va en discuter avec lui dans un instant. J'ai bien fait de venir. Hein. Oui. Mais il y Il aura y quand a même... Ronald Reagan, quand on lui disait ça, il avait cette phrase que j'adore. You made my day. Vous m'avez fait ma journée, maintenant je peux partir. Mais c'est pas fini. Chez Albin Michel. Et puis Anne Fulda, femme d'État, l'art du pouvoir, de Cléopâtre à Angela Merkel. Donc c'est 20 portraits de femmes d'État. Alors ça va de Cléopâtre en passant par Aliénor d'Aquitaine. Et puis des gens plus proches de nous. Il y a Angela Merkel, effectivement, nous le disions. Il y a Margaret Thatcher. Il n'y a pas Sandrine Rousseau, ça doit être un oubli, mais c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine. Je ne vous en veux pas, je me dis que c'est un oubli. Et Coco, il faut attendre la prochaine présidentielle. Oui, oui. Attends, on va pas être pressé. Peut-être plus tôt, c'est une ascension supersonique. Moi, la France l'attend, mais quand même, on va mettre Je un voulais peu, commencer par vous, Anne Fulda, parce que dans ces 20 femmes d'État, il y a évidemment Elisabeth II, et nous sommes tous les trois journalistes, on ne peut pas se raccrocher, comme on dit dans notre métier, à l'actualité. Et le fait est que Je crois sur que ces c'était portraits... Elisabeth Borne, non aussi, non Aussi, non. Ah bon. c'est possible.
Sur ce livre, ce n'est pas vous qui avez fait les 20 portraits, puisqu'il y a des universitaires, des journalistes, des écrivains, mais le fait est que vous avez écrit, vous, le portrait sur Élisabeth II. C'est la 40e souveraine depuis Guillaume le Conquérant. Et je voulais savoir si vous imaginiez une seule seconde depuis son décès que le tsunami émotionnel que le monde a vécu, on l'aurait vécu de cette façon, vous, qui avez écrit sur Élisabeth II. Je vais pas dire que je suis surprise, parce que en écrivant sur elle, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était un peu, on l'a beaucoup dit, mais c'est vrai que l'un des derniers mythes, un peu au sens de ce que disait Roland Barthes, c'est-à-dire une divinité sans réel pouvoir, mais qui vivait au-dessus des lois. Et c'est vrai que c'était un peu le dernier mythe vivant, la seule sorte d'icône planétaire. C'était la reine universelle. La reine, c'était la reine d'Angleterre. On n'avait même pas besoin de spécifier que c'était la reine d'Angleterre. Donc non, je n'ai pas été vraiment surprise par l'émotion générale, même si probablement, notamment en Grande-Bretagne, il faut nuancer selon les générations. Je pense que l'émoi n'est pas le même. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné chez elle lorsque vous avez travaillé sur elle? Parce que pour ceux qui ont vu la série sur Netflix, The Crown, The Crown. The Crown, qui est une série absolument formidable. Oui, Moi oui. qui déteste les séries, Il y a je la dois 5 dire, et j'ai vu cette série, mais c'est hallucinant. la saison 5 C'est et la saison extraordinaire. 6 doivent arriver. On se rend compte à quel point, tout de suite, elle a pris les habits de reine. Elle a empêché Margaret, d'ailleurs, sa sœur, de se marier avec un pilote, je crois. Ça aussi, c'est assez fascinant, et c'est pour ça que je voulais que vous nous en parlier. C'est le fait qu'elle s'est vraiment mise en dehors de son enveloppe corporelle pour devenir Oui. reine d'Angleterre. Alors, ce qui est fou, c'est qu'elle n'était pas destinée Ah, à pas être du tout. reine. D'ailleurs, il y a eu un livre qui lui a été consacré qui s'appelait Celle qui ne devait pas devenir reine, puisque si son oncle n'avait pas abdiqué, son père ne serait pas devenu roi, et elle, évidemment, ne serait pas aussi devenue reine à la suite. Donc c'est vrai que son personnage est fascinant. C'est son destin qui est fascinant, parce qu'en fait, à 10 ans, lorsqu'elle assiste au couronnement de son père, elle devient la première dans la succession, et sa vie bascule déjà. C'est-à-dire qu'on s'adresse à elle en disant Sa Majesté, on lui fait la révérence, elle commence à un petit peu avoir des cours pour se préparer à ce métier de reine, qui est un drôle de métier, quoi, d'ailleurs, on parlait à l'instant de The Crown. C'est amusant parce que l'actrice qui a joué la reine Elisabeth jeune disait: j'ai été frappée par quelque chose. C'est la reine porte l'anneau de la couronne et son alliance. Et elle disait: et l'anneau de la couronne pèse plus lourd que son alliance. Et c'est très symbolique de la réalité de sa vie. Effectivement, dans sa vie, elle a dû très souvent être reine avant d'être mère, avant d'être sœur, avant d'être femme, enfin épouse. Donc ça, c'est quelque chose de très frappant. Mais elle a aimé son époux, au XXIe siècle. Ce qui est Et pas elle tout a le eu temps la le cas chance, pour les effectivement, de le choisir reines, à effectivement. 13 ans et de dire que ce serait celui-là. Et ça n'arrive pas toujours comme ça dans les cours européennes, y compris aujourd'hui. Franz-Olivier Gisbert, vous avez rencontré tout le monde, mais vous avez rencontré la reine d'Angleterre? Vu mon grand âge, évidemment, je les ai tous rencontrés. Et c'est frappant de voir, d'ailleurs, comment dire, le privilège de l'âge. Je l'ai vu souvent. Je l'ai vu dans des dîners d'État avec Mitterrand. Je l'ai vu. Et d'ailleurs, même je crois qu'elle est venue en France, un dîner d'État avec François Hollande. Moi, je vais jamais dans ces trucs-là. Ça m'ennuie, c'est pas mon truc, ça m'ennuie énormément. La reine, tu J'ai te rien à déplaces. faire. Et à chaque fois, je me déplaçais pour la reine. J'ai un peu de sang anglais, ça doit jouer, je sais pas. Mais à chaque fois, je suis un peu dans une sorte de vénération parce que le phénomène anglais, c'est quand même très très beau. Alors après, on peut parler d'elle personnellement, mais je dirais ce qui est important, c'est que l'Angleterre, c'est quelque chose de particulier. Enfin, la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni, comme on veut. Par rapport aux autres pays européens, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est l'unité du pays. L'unité. Alors, il y a des journalistes à la con qui vous expliquent que la royauté, c'est plus ce que c'était, les impopulaires, etc. Il suffit de voir les images, c'est pas vrai. Et même, je dirais, toutes les générations. Et c'est ça qui m'étonne toujours à chaque fois, c'est de voir des jeunes. Pourquoi? Parce qu'elle incarne l'unité, la continuité, la pérennité, la grandeur de... Mais elle a travaillé pour ça, parce qu'à un moment donné, c'était pas facile. Et l'opinion était presque... Elle a s'est travaillé retournée pour contre ça la rigueur. avec toutes ses qualités qui sont immenses, c'est-à-dire très intelligente, c'est évident.
dans une rigidité totale, mais qui était plus jouée qu'autre chose, parce qu'elle avait son mari qui était un folding complet, une sorte de Coluche en plus chic. Oui, le prince Philippe, qui, moi, parce que Première fois que j'entends ça, moi, prince Philippe Coluche. Non, mais je vous assure, parce qu'il faisait des blagues tout le temps, atroces, des blagues. Je veux dire, vous voyez, à la Bénichou, avec semi-racisme, enfin, il n'était pas raciste, bien entendu, parfois on le disait qu'il était, ou par exemple, c'est une histoire connue, la personne qui n'a plus de jambes, et il lui reste des bras quand même, pour traverser pas la Manche, en barque, je ne sais plus ce que c'était, en tout cas, bref, non, pas la Tamise, plus que ça. Alors, je ne crois pas que c'est l'Atlantique. J'allais dire l'Atlantique, mais je ne crois pas que c'est l'Atlantique. Et il lui dit, mais pourquoi vous ne prenez pas des roulettes pour marcher? Voilà, puis après, il passe. C'était ça en permanence. Mais vous voyez, toujours à la limite de la limite. Et quand il faisait ces blagues-là, sa femme se poilait. Elle était à côté, elle se poilait. Vous voyez, donc, cette rigidité était fausse. Mais elle savait qu'il fallait être rigide pour incarner ce pays, ses valeurs. Ça va être compliqué, à mon avis, pour le prince Charles, que j'ai eu le privilège de connaître aussi et de voir à plusieurs reprises, qui est quelqu'un quand même de un peu olé olé, très intelligent aussi, il n'y a pas de problème. Bon, il abuse un peu sur la boisson, et c'est vrai que quand je l'ai vu, qu'il est devenu le nouveau roi, je me suis dit merde, j'arrête les 3 verres de vin par jour, je vais descendre à 2 ou à 1, parce que ça se voit sur sa tête hein, quand même, il charrie quoi. Enfin, il est encore là à 73 ans. Hein. Il a 73 ans, il est jeune, brillant, intelligent, mais très, comment dire, mariole. Il a le côté du père, et je pense que ça peut être un danger pour la monarchie, parce que je pense qu'il ne faut rien changer. Je pense que la grande erreur, en fait, qu'il a commise, c'était de ne pas faire ce que sa mère, bon, on dit qu'elle le souhaitait, moi je suis sûr qu'elle lui a dit. C'est évident, il fallait mettre William, et avec son épouse. Il a tellement attendu. Non, qui sont extrêmement populaires. Et lui, comme justement, il est un petit peu déjanté, un petit peu comme Philippe, qu'en plus, il explique qu'il veut refaire la royauté. Mais c'est quoi ce truc-là? Vous voyez, il commence à dire, il va réformer, mais quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la simplicité, c'est ça. Juste pour, je te redonne. Mais la simplicité extraordinaire et l'humilité extraordinaire de sa mère, c'est ça qui a assuré, comment dire, l'incroyable popularité de la royauté, avec cette femme, avec son fichu, qui s'occupe de ses chiens, qui conduit sa bagnole. Non. Allez-y, imposez-vous, allez-y. Et je vais vous dire un petit cancan. Quand j'avais déjeuné, ce dîner, il n'y en était pas beaucoup d'ailleurs, mais je n'étais pas à la même table qu'elle, bien sûr. Et j'avais dit après à François Hollande, t'as dû me faire bien chier, parce qu'il était pratiquement tout seul à parler avec elle pendant toute la soirée. Et il m'a dit, lui qui est quand même, comment dire, qui est un esprit vif, enfin, bon, on peut dire que ça n'a pas forcément été un bon président, mais c'est un esprit très vif et très intelligent. Il m'avait dit, c'est une des plus belles soirées de ma vie, parce qu'elle lui avait fait un panorama de tout le monde, etc. Donc vous voyez le genre de personne. Hein. Donc, mais tout ça était caché derrière de la rigidité, de l'humilité, et finalement c'est pour ça que ça a marché, et c'est pour ça qu'on était tous émus, je pense même Anne, on était tous émus à sa mort. Pourquoi même Oui, Anne? j'étais émue, même moi, j'ai un petit cœur. Mais non, ce qui est quand même étonnant, et sa popularité, elle la doit aussi probablement au fait que, selon la formule, elle n'a pas gouverné, elle a régné. Donc elle avait un pouvoir qui était tout relatif tout de même. Donc c'était surtout un pouvoir de l'image, parce que finalement... Quand elle filme son sacre voilà, en 1953, c'est 277 millions de personnes qui la regardent dans le monde. C'était une décision des dizaines de milliers de Français avaient acheté un poste pour ce moment-là. Voilà, c'est une décision qu'elle prend encouragée par tout son compris mari. de l'impact. Et en fait, c'est ce que je dis, ce que je viens de dire. Vas-y. Non, mais comme tu avais éloigné ton micro, comme tu avais éloigné ton micro au moment où tu as parlé de Philippe, bon, je voulais rappeler que c'était Philippe. C'est bien Anne Fulda qui a écrit sur Elisabeth II, pas Franz-Olivier Gisbert. En fait, c'est Franz qui a tenu la plume. Qu'est-ce que j'ai pas fait pour toi? Ouais, c'est vrai. Il m'a engagé. Ça, c'est la parenthèse. Au Figaro. Et j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Alors, vous devriez lire son livre. Je recommence parce que je suis un peu déstabilisée. Donc, cette reine, donc, avait un pouvoir qui était surtout un pouvoir de l'image. Quand elle arrive au pouvoir, néanmoins, c'est pas une débutante dans le domaine, parce qu'elle a été, quand elle était gamine, un peu son grand-père l'adorait, et elle était un peu le culte on voyait sa photo partout, elle était adorée. Elle a prononcé son premier discours à 14 ans.
pendant la guerre à la BBC, un discours au cours duquel elle a encouragé les enfants anglais à supporter les bombardements et les privations consécutives à la guerre. Donc elle a eu quand même une formation à l'image. Mais c'est vrai que ce qui est fou, c'est que c'est la femme qui a été la plus photographiée au monde, photographiée par les plus grands, peinte aussi par les plus grands, jusqu'à Lucian Freud, Andy Warhol. Mais dans ces discours, quand on réfléchit, qui se souvient vraiment d'un discours de la reine d'Angleterre, en fait? Celui sur la Covid. Celui sur la Covid, celui sur l'anus horribilis. Mais qu'est-ce que c'est finalement l'anus horribilis? C'est les divorces de ses enfants et le château de Windsor qui a brûlé. Donc, et puis, effectivement, le dernier, qui était probablement le plus poignant, parce que là, il entrait un petit peu en résonance avec les discours qu'avait pu tenir son père pendant la guerre, c'est-à-dire une sorte d'appel à la résistance. Les beaux jours reviendront, il faut résister, se battre. Donc là, c'était probablement l'un des plus émouvants. Et puis restera, et ça, je trouve que cette image est magnifique, tout le monde l'a vue, cette image de la reine qui, 2 jours avant sa mort, reçoit la nouvelle première ministre. On voit qu'elle est affaiblie, on voit sa main bleue abîmée par les perfusions, mais elle est là, debout, souriante. Elle l'avait dit, elle fait jusqu'à son dernier souffle. Donc ça, c'est vraiment très, très impressionnant. Et je pense que c'est ce qui impose le respect à tous. C'est-à-dire, effectivement, je ne sais pas si vous avez vu, il faut regarder sinon le discours qu'a fait Theresa May en son hommage, qui est un discours magnifique, vraiment formidable. On aurait aimé d'autres de cette teneur quand elle était Premier ministre. Et où elle dit tout ce qu'elle a représenté, c'est-à-dire la dignité, une certaine façon de se tenir jusqu'au bout. Et ça, des personnages comme ça, on n'en a plus. C'est ça Il y en a quelques-uns quand même dans votre livre, oui, mais la plupart comme Cléopâtre sont par morts. exemple, Aliénor d'Aquitaine. Pour faire la passerelle avec vos 2 ouvrages, je ne pense pas que je vous pose une colle, mais quels étaient les liens entre le général de Gaulle, donc Charles de Gaulle avant et le général de Gaulle, et la reine d'Angleterre? Parce qu'on sait que les femmes de pouvoir, général de Gaulle, c'était pas son truc. On se rappelle de sa célèbre formule lorsque j'ai demandé un ministère de la condition féminine, il avait dit pourquoi pas un sous-secrétaire d'État au tricot. Donc quel était le rapport du général de Gaulle avec Élisabeth II, au-delà du respect qu'il devait à une reine? Non, mais là, à vous deux. Je ne connais pas spécialement les relations qu'avait le général de Gaulle, mais je pense qu'il a été, comme tous les présidents français, et peut-être lui plus qu'un autre, impressionné par la reine, parce que d'abord, elle en imposait, l'air de rien, même si lorsqu'il l'a connue, elle était jeune. Et puis avec cette fascination qu'on répète toujours, mais qui est réelle, des présidents de la République pour tout ce qui touche à la monarchie, parce que le président de la République française reste un petit peu un monarque. Notre actuel président l'avait théorisé et écrit dans un article paru avant qu'il devienne président en 2015. Il l'a remballé depuis, non? Il a remballé depuis. Mais à l'époque, il disait il manque une figure, manque une figure dans l'histoire de la Ve République, c'est la figure du roi. Dans ce pays où l'histoire marque à tout jamais les présidents de la Ve. Elle a rencontré 10 présidents de la République et le premier, je crois que c'est Vincent Auriol. Oui. Justement, je voulais faire la transition avec le général de Gaulle. C'est pour ça que votre livre s'appelle En attendant de Gaulle, avec cette compilation. Enfin, j'aime pas le terme de compilation, mais le fait de mettre par chapitre... Choix d'articles, voilà. Vous voyez, une sélection qui a nécessité des mois et des mois de travail, c'est pas moi qui l'ai faite, j'ai rien fait, moi. Mais je voulais savoir, vous, s'il y avait encore des gaullistes en France. Si je vous pose cette question, c'est que dans votre ouvrage, il n'y a pas un homme politique, pas un, qui, grâce à vos yeux, où vous dites, c'est peut-être de Gaulle. Macron, il est sympa, il a du charisme, vous dites, il manque de caractère. Donc en gros, ça veut dire qu'il manque de courage. Est-ce qu'il y a encore des gaullistes maintenant ? Écoutez, moi j'avoue que je suis gaulliste, je suis devenu tardivement. Oui, mais vous n'êtes pas un homme politique. Comme non, mais je parle pas de vous pour une fois. J'ai découvert de Gaulle quand j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années, c'était à sa mort en fait. J'ai commencé à lire les livres et je vois bien autour de moi un phénomène de ce type, c'est-à-dire que autour de moi, y compris chez les plus jeunes, c'est-à-dire rien ne marche. On est en 1958, le déficit du commerce extérieur ne cesse d'augmenter. On est à des chiffres absolument calamiteux aujourd'hui, 140 milliards. La dette de l'État français devient abyssale et en plus, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, par exemple comme en Italie et au Japon, c'est pas une dette
que les Français, enfin les habitants portent, c'est une dette à l'extérieur, à l'étranger. C'est-à-dire nous devons de l'argent à la Chine et au Qatar. Il faut être totalement débile, abruti ou démago pour dire qu'on va effacer la dette. Sinon, je pense qu'il y aura des problèmes à terme avec la Chine. Qui déjà Jean-Luc Mélenchon appréciera. Oui, mais restons donc, quand vous voyez ça, vous entendez ces discours permanents, cette démagogie, ces mensonges, y compris quand j'entends que la crise de l'énergie, c'est la guerre en Ukraine. Non, mais on prend les gens pour des imbéciles. L'électricité, ça a commencé avant. Il y avait un problème avec le nucléaire, il n'y avait pas... Bon, tout ça, on le sait. Et si vous voulez, ça, c'est vrai que je pense à la figure du général de Gaulle. Vous savez pourquoi ? Parce que... Alors, juste parce que je voulais rajouter un petit quelque chose à ce qu'a dit Anne sur la fascination de De Gaulle pour la reine d'Angleterre. Il y avait autre chose. Il était fasciné par le système britannique. Pourquoi ? C'est une démocratie, personne ne peut le contester, c'est une très grande démocratie, il suffit de voir la violence à la Chambre des communes, entre les élus, les députés, etc. Personne ne conteste la démocratie. Mais il y a l'idée, ce que je disais au début, de pérennité et d'unité. Et il ne faut jamais oublier que dans son discours de Bayeux, où il dit en rentrant, enfin c'est son premier discours en France, sur la terre française, il arrive donc à Bayeux après le débarquement allié, et là, il dit, voilà la constitution qu'il aimerait voir. Et c'est d'ailleurs la constitution qu'on a aujourd'hui, qui a été faite par Michel Debré, mais qui a repris tous les thèmes de ce célèbre discours de Bayeux. Et lui, quand il en parlait, il disait toujours, le président de la République, ça doit être la reine d'Angleterre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Reine d'Angleterre, je sais que ça n'existe pas, elle était reine du Royaume-Uni, mais il employait, comme tous les Français, l'expression de reine d'Angleterre. Pourquoi ? Parce que voilà, il y a quelqu'un qui assure la pérennité pendant que le Premier ministre s'occupe de l'écume des jours. Et la grande faillite, si vous voulez, de la Ve République aujourd'hui, peut-être que je m'égare, mais c'est quand même un vrai sujet, c'est à partir du moment où on a commencé à couper les ailes du président, c'est-à-dire qu'on est passé... Le septennat, c'était ça, c'était la reine d'Angleterre. Il est au-dessus. La cohabitation, De Gaulle ne l'aurait jamais faite parce qu'il n'aurait pas supporté, mais c'est rentré tout à fait dans le gaullisme. C'est-à-dire, contrairement à ce que pensent les gens, il fallait cette espèce d'unité, de pérennité. Vous dites d'ailleurs que le gaullisme, ce n'est pas une idéologie, c'est une méthode. Ah bah oui. Et quand on voit... J'en parlais avec son petit-fils qui était là. Il a quelques bons livres qu'il fait signer. Moi, je les avais, j'avais envie qu'il les signe. Et il me disait ça exactement. C'est-à-dire que De Gaulle était toujours en recherche et en mouvement. Mais ça, on le sait. Moi, j'ai eu comme professeur de gaullisme Pierre Messmer, on peut trouver pire. Et il disait toujours, mais qu'est-ce qu'on lit comme conneries sur le général ? Mais c'est pas une idéologie. Il passait son temps à dire des conneries pour voir comment on allait résister, qu'est-ce qu'on pouvait trouver d'autre, etc. Et c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était toujours en recherche et en mouvement. Vous voyez, par exemple, moi, ce qui me fascine, c'est à quel point, par exemple, quand vous lisez dans les mémoires de Focard, petit monsieur, apparemment timide, discret, personne n'en parle, bon, qui lui dit « Oh là là, votre discours de la semaine dernière, c'était pas terrible » ou tel truc. Enfin, qui critique régulièrement des décisions. Et De Gaulle attend ça. De Gaulle attend ça. Quelqu'un qui tient des propos comme Focard en tient régulièrement au général de Gaulle, il ne tient pas 5 minutes sous Giscard, sous Mitterrand, sous Macron, etc. Il est viré. Et, si vous voulez, il y a toujours cette recherche. C'est quelqu'un qui est toujours en recherche. Voilà, et c'est ça la grande force. Puis qui pensait à réformer avant d'être aimé, même s'il aimait bien avoir le soutien populaire. Parce que c'est ça qui est important, évidemment. C'est qu'il y a plusieurs histoires de ce type que je peux raconter. Il y en a simplement une qui m'a frappé. C'est 1966, Conseil des ministres. On parle du budget de l'éducation nationale. Et Christian Fouché, qui est un compagnon de la Libération, grand compagnon du général, que le général aime beaucoup, qui est ministre de l'Éducation nationale avant d'être ministre de l'Intérieur sous Pompidou en 1968, dit bon, il faudrait quand même augmenter ce budget parce que je vous signale quand même qu'il y a les législatives l'année prochaine. Et là-dessus, De Gaulle pique une crise, une colère. Peut-être une fausse colère, d'ailleurs, c'est pas le sujet, mais qui dure quand même un certain temps, où il dit, mais j'en ai marre d'entendre des trucs comme ça, mais on arrête ça, on n'est pas là pour préparer la prochaine élection, on s'en fout. Enfin, De Gaulle regardait les élections de très près, hein, quand même. Mais c'est quand même, si vous voulez, une façon de travailler. Après, bon, la Tambou, il savait, on le voit très bien, il était très proche, il s'intéressait de très près. Mais c'est quand même une façon de gouverner qui est différente, c'est-à-dire, il dit, mais tout ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt général. Vous voyez, l'homme d'État, il prépare la prochaine génération. Le politicard, et nous avons hélas beaucoup trop de politicards en France, il prépare la prochaine élection entre deux coups de com'. Ce qui n'était pas c'est son ça. cas. Et De Gaulle, on voit très bien, il n'en a rien à foutre.
Il est complètement en dehors de tout ça parce qu'il pense intérêt général. Et il y a une grande différence. Alors, quand je dis ça, c'est pas en France, c'est pareil qu'à l'étranger, hein, de ce point de vue. Je Oui, suis pas non, en mais train de vous faire. en tout cas, il y a une grande différence entre le général de Gaulle et beaucoup des femmes dont vous dressez le portrait, Anne Fulda, c'est que le général, quoi qu'on en dise, se préparait au pouvoir. Alors que quand on regarde la plupart de vos portraits, que ce soit Aliénor d'Aquitaine, même Cléopâtre au départ, aucune ne se destinait à être au pouvoir. Par exemple, Marie-Thérèse d'Autriche, Oui. au XVIIe siècle. de Qui est mémoire. Marie-Thérèse Si son d'Autriche. papa meurt pas, il n'y a pas. Hein. C'est parce que son frère meurt, Oui, en fait. son frère, Donc pardon. il n'y a pas d'héritier mâle, donc c'est elle qui de ce fait, Charles VI. devient reine. Et très souvent, c'est le cas avec beaucoup de femmes souveraines ou même premières ministres. Elles le deviennent un peu par défaut, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre solution. En fait, on a rarement des femmes qui ont comme ça souhaité, désiré, qui ont une quête du pouvoir. Hillary très Clinton, ancrée. mais elle n'est pas là. J'y ai Alors, pensé Hillary d'ailleurs. Clinton, oui, mais qui n'a J'y ai pas, pensé. n'a pas, Bien n'a sûr, pas bien sûr. réussi à être élue. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis, comme la France, deux régimes présidentiels, sont deux pays où jamais il y a eu de femme présidente. Alors, c'est quand même fou. Aux États-Unis, il y a eu un président catholique avec Kennedy, il y a eu un président noir avec Obama. En France, on a eu un président divorcé, un président célibataire. Enfin, c'est des petites révolutions, mais on n'a pas eu de femme non plus. C'est quand même assez surprenant. Hillary perdu, Clinton hein. était une mauvaise candidate parce Alors, qu'elle je suis était d'accord que- véreuse. Non, mais je suis Elle d'accord. était c'est pas véreuse parce et que tous les Américains le savaient. Je n'ai pas du tout le Donc, discours qui consiste voilà, à dire c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est une bonne candidate et c'est pas Toute parce qu'on est une cette femme histoire qu'on exerce bien de. le Tu pouvoir. connais l'histoire des Oui. mails. Donc, oui, Elle a oui. envoyé des mails pour demander Non, du mais bien fric sûr. pour Bon, sa c'est loin de fondation Marie-Thérèse d'Autriche. à quand tous même. les chefs Alors- d'État. Non, mais à tous les chefs d'État qu'elle non, mais, rencontrait dans ses fonctions. mais- Tout le monde le savait. C'était un Après, grand c'est- secret. Le FBI a mis un mouchoir dessus. Mais en même temps, bon, elle n'était pas. Moi, j'ai jamais cru qu'elle serait élue. Non, mais moi non plus. Mais enfin bon, c'est quand même Et étonnant. pourtant, le et candidat c'est- en face, c'était pas terrible. hein. Restons sur Marie-Thérèse d'Autriche. C'est une singularité quand même étonnante par rapport à nos voisins anglais. Par exemple, on reviendra à Marie-Thérèse d'Autriche. Où on a choisi dans ce livre, on a 3 portraits de souveraines anglaises, Elisabeth Ier, Victoria, Elisabeth II et Margaret Thatcher. Le pouvoir au féminin s'exerce beaucoup plus facilement chez nos voisins anglais qu'en France. Voilà. Alors pour revenir à Marie-Thérèse d'Autriche, Qui a pris des cours d'ailleurs, comme d'ailleurs j'y ai Oui. pensé quand vous avez parlé d'Elisabeth II, elle a été formée pour. qui a été formée. Même si son mari était co-régent, enfin il avait un titre de régent, c'est ce que vous dites dans le livre, Oui. il avait un titre Oui, de co-régent. oui, il avait sa place. Ce qui est intéressant chez elle, c'est que elle a été impératrice, ô combien puissante, qui a mené 2 guerres, qui a réformé l'administration, l'armée, et elle a été mère aussi. D'ailleurs, Elisabeth Badinter lui avait consacré un livre sur justement ce pouvoir de concilier le pouvoir et la maternité. Elle a eu 16 enfants. Et d'une certaine façon, elle a initié la maternité moderne, selon Elisabeth Badinter, puisque elle s'occupait de ses enfants, ce qui à l'époque, dans cette catégorie-là, est très très rare, parce que normalement les enfants sont aux mains des nombreuses nourrices ou autres qui sont au château ou ailleurs. Donc c'est vrai que Marie-Thérèse d'Autriche, elle a un petit peu révolutionné le pouvoir au féminin, et c'est une figure assez très intéressante, je trouve. Et c'est pour ça que c'est un régal cet ouvrage, j'aime pas dire bouquin, parce que à la fois vous révisez votre histoire, et puis ensuite, lorsque les universitaires, les journalistes ont fini de dresser le portrait, la vie j'allais dire des uns des autres, non, des unes et des unes, derrière, il y a les conséquences de ce que leur vie ont amené sur leur pays. C'est pour ça que c'est un régal. Et ce qui est aussi intéressant dans l'autre livre de Franz-Olivier Gisbert, c'est votre écriture carnassière, on la connaît. Je le disais à Anne Fulda avant que vous arriviez, il y a tellement de journalistes qui écrivent des ouvrages sans être écrivains. D'avoir un écrivain journaliste ici, ça fait un bien fou. Mais moi qui ai lu énormément de vos bouquins, même jeune, on a lu un ouvrage en commun sur celui de Chirac notamment, je voulais savoir si vous étiez autant dans votre carrière senti libre que maintenant. Parce que vous sortez la sulfateuse en permanence. Vous ne vous arrêtez jamais. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui avait grâce à vos yeux là-dedans. Oui, parce que je ne l'ai pas trouvé, mais quand je le Oui, trouve, oui, mais merci, j'adore. oui, Alors oui. j'ai souvent été, trompé, je me suis trompé aussi. Voilà, dans ces cas-là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je ne Oui, suis pas bien non sûr. plus négatif du tout. Je suis d'un tempérament très optimiste, mais c'est vrai que je pense que, et c'est peut-être un des grands problèmes de la presse française. Aujourd'hui,
Les journalistes sont... Y a pas, enfin, on ne peut pas dire d'ailleurs les journalistes sont de gauche. Hein. Pour moi, c'est pas vrai. Ils sont d'extrême gauche. Ah non, mais il m'a cassé le cou. Et j'ai une carte de presse. Hein. Il m'a cassé le cou parce que j'ai un truc, ça marche toujours dans les conférences. Je dis, mais les journalistes ne sont pas de gauche. Alors, il commence à y avoir des mouvements à la foule au fond. Hein. Aussi. Mais non, je répète, mais non, il faut écouter. Vous pouvez pas, moi, je ne laisserai pas dire ça. Les journalistes ne sont pas de gauche. Alors là-dessus, ça monte un peu, puis à la fin, la troisième fois, il y a une espèce de révolte générale, et je dis, mais ils sont d'extrême gauche. Et à ce moment-là, évidemment, applaudissements. Mais je crois que le phénomène en France, c'est ça. Je crois qu'il y a un énorme problème, et ce qui explique la dichotomie entre eux, la presse, et enfin, les médias sont très impopulaires en France. Ils le sont aussi aux États-Unis, mais moi je suis frappé quand on circule et qu'on parle, de voir l'impopularité des médias. Et je pense que les médias, vous savez, ils redeviendront populaires quand ils seront divers. Il faut la diversité partout. Hein, on parle d'une certaine diversité. Il y a quand même une diversité. Vous avez Libération, Valeurs Actuelles. Non, mais c'est pas vrai. Ce que je dis, vous voyez, c'est au niveau des grands médias. On ne va pas se raconter d'histoire. Oui. Je parle de l'audiovisuel, etc. Non, il faut. C'est ça qui est important. Voilà. Donc, alors, dernier point, c'est que moi j'ai une règle dans la vie. C'est vrai que j'ai toujours été très libre, mais la sulfateuse, quand je dirigeais des rédactions, d'ailleurs, Anne Fulda peut témoigner et me contredire si besoin, j'accepterai. Mais c'est vrai que j'étais à charge d'âme quand vous dirigez des journaux. Donc vous n'allez pas donner vos positions personnelles, je ne sais pas, sur la cause animale, par exemple, comme je peux le faire aujourd'hui, ou d'autres choses. Et puis, c'est pas... J'engage moins le journal que si j'étais directeur. Donc c'est vrai que vous n'avez jamais été aussi libre que maintenant. En même temps, oui, libre dans l'écrit, mais dans la parole, j'étais très libre. Oui, bien sûr. Parce que voilà, j'ai jamais... Et puis j'ai toujours expliqué aux jeunes journalistes, n'est-ce pas, Anne ? Oui, mais tu es encore très jeune. Et j'expliquais toujours, la base de tout, c'est de ne pas faire carrière. Et en France, hélas, les journalistes veulent trop faire carrière. Ici, il faut avancer. Et surtout, je donne toujours la phrase du Christ ou de Jean-Paul II. Aux journalistes, ils détestent ça, mais n'ayez pas peur. Hein, je pense que c'est ça la règle de base. Et ils ont peur. Ils n'ont pas peur de chef, d'ailleurs. Ils ont peur du SNJ, de ce que vont raconter les copains, de la société des rédacteurs, etc. Oui, donc, on a peur des autres, et on a peur, donc il faut rester dans les clous, raconter les mêmes conneries, etc. Et c'est ça le vrai sujet, quoi. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de soi, des autres, et puis il faut avancer. De toute façon, c'est ce que les lecteurs aiment. Donc, il faut penser aux lecteurs. Parce que vous venez de dire à l'instant, il y a 2-3 minutes, que vous avez été trompé par certains, donc vous avez pensé que certains pouvaient être gaullistes, ou en tout cas des hommes d'envergure, ils n'étaient pas, ou des femmes d'envergure. Mais il y en a un qui, quand même, il ne trouve pas grâce à vos yeux, il ne faut pas exagérer, mais lui, c'est l'inverse. Vous avez eu des doutes sur Emmanuel Macron et vous dites qu'il s'améliore avec le temps. C'est ce que vous dites dans l'une de vos chroniques. Alors, remonte à 2020, peut-être que vous avez zappé, mais il y en a plusieurs. Hein, je vous promets, ne rigolez pas. Les 60 premières pages sont... J'ai peut-être davantage lu que vous, votre livre, mais sur les 60 premières pages... Non, mais je pense que le problème d'Emmanuel Macron... Vous dites qu'il s'est amélioré avec la crise. Non, mais il est très intelligent, ça ne fait aucun doute. Il est très brillant. Il sait, en gros, ce qu'il faut faire. Mais d'abord, il est cynique. Ça, en politique, je trouve, le cynisme, c'est très bien. C'est très répandu. Oui, c'est très bien pour les moyens. D'ailleurs, De Gaulle était un grand cynique. Le bouquin que j'ai fait, là, Le Sursaut, c'est horrible, les trucs que je raconte. Mais enfin, il pense à l'intérêt général. Et après, les moyens, parfois, sont un peu rudes. Hein, c'est ça. Mais donc, je pense que le problème de Macron, c'est la com aussi. C'est-à-dire, et le côté, l'absence totale de conviction. Enfin, sauf sur l'Europe, 2-3 points, mais enfin, c'est un peu comme Mitterrand d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de conviction non plus. Mais Mitterrand, il compensait ça par une énorme culture et un souci du régalien et de l'unité, de la continuité. Vous voyez ? Lui, il n'est pas là-dedans. Et donc, ça veut dire qu'il sautille. Comme d'autres présidents l'ont pu le faire d'ailleurs, Sarkozy, auquel il ressemble beaucoup d'ailleurs. Et je pense qu'il a des qualités. Moi, je ne suis pas du tout. Comment dire Non, mais vous écrivez qu'il s'est amélioré avec la crise. Oui, il a fait son stage la première année. Plus ou moins reçu, parce que les Français n'étaient pas absolument convaincus, mais l'ont reçu pour, disons, la première année. Oui, c'est ça, pour un deuxième mandat. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit convaincant aujourd'hui. Parce que, vous voyez, il y a encore des trucs qui sont terrifiants. C'est, par exemple, je veux dire une petite scène où je vois bien, parce que les Français ne sont pas des imbéciles. Et il les prend pour des imbéciles. La polémique idiote avec le patron d'EDF. Bon, Jean-Bernard Lévy qui fait tout un numéro au truc du MEDEF pour dire... C'est horrible, nous, EDF, on a eu des instructions contradictoires, on nous a demandé d'arrêter le nucléaire, et puis maintenant on nous dit de le reprendre, on le fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Évidemment, j'ai pu embaucher personne, parce que qu'est-ce qui a envie de travailler dans le nucléaire quand on vous dit qu'on va le supprimer ? Bon. C'était une erreur commise au départ par le prédécesseur de Macron, qui a été poursuivie. Bon.
Mais qu'est-ce qu'il a besoin après de dire que ce qu'a dit Jean-Bernard Lévy est insupportable et intolérable? C'est le privilège du chef. Qu'est-ce que vous voulez? Non, dans ces cas-là, on se tait, on passe à autre chose. Mais il peut pas. On le vire. Mais Rappelez-vous que le général pas. On ne commande pas, puisque ce qu'a dit Jean-Bernard Lévy, c'était évidemment la triste réalité. Anne Fulda. Alors, je vais faire comme France, je vais dire. Alors, moi qui ai écrit un livre sur Macron, enfin non, c'est pas le problème. Ah oui, elle le connaît bien, elle le connaît bien. Ce que je voudrais... Il y a effectivement des choses qu'on lui pardonne ou qu'on oublie. Moi, il y a quelque chose qui m'a choquée et qui, je trouve, est passé assez inaperçu entre les deux tours de la dernière campagne présidentielle. Là, c'est mon côté un peu féministe. C'est quand il s'est affiché auprès d'une femme voilée, ce qui n'est pas le problème, en lui affirmant... regardant droit dans les yeux, qu'elle était un symbole, qu'elle se battait pour la liberté des femmes. Et dire ça alors que le régime taliban a été rétabli, alors que des femmes en Iran se battent pour enlever leur voile, je trouve que c'est quand même, et tout en disant dans le même temps qu'il se bat contre l'islamisme, je trouve que c'est un peu fort de café. C'est ce qu'on appelle l'absence de conviction. Voilà, et je trouve que c'est passé comme une lettre à la poste, et je dois dire que je trouve ça franchement scandaleux. Moi, c'est dit. Si vous voulez être candidate aux prochaines législatives, vous avez la possibilité de poser des questions si vous le souhaitez. Vous n'hésitez pas à lever la main si quelqu'un peut amener un micro, parce que le temps qu'on amène le micro à monsieur, juste une question, Anne Fulda, parce qu'on parlait de l'absence de conviction, et me vient à l'esprit l'un de vos portraits sur les vins. S'il y a bien une femme qui n'a pas manqué de conviction, qui se moquait, qui se foutait même de savoir ce qu'on pouvait penser d'elle, c'était bien Margaret Thatcher, qui, à la fin des années 70 et 80, n'avait qu'une ambition, c'était d'appliquer son programme. On disait d'elle que c'était une femme dure, je ne sais pas si on aurait dit la même chose d'un homme d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas une des personnalités les plus marquantes du XXe siècle pour vous, Margaret Thatcher? Quand on voit du milieu d'où elle vient d'ailleurs. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que la nouvelle première ministre... comme si c'était lorsqu'on est conservateur et conservatrice en Angleterre, on n'avait pas d'autre choix, a voulu beaucoup s'inscrire dans les pas de Margaret Thatcher jusqu'à la mimer dans sa façon de s'habiller, dans ses postures. Mais la grande différence entre les deux, c'est que qu'on y adhère ou pas, Margaret Thatcher, elle avait un corpus idéologique, elle avait une colonne vertébrale. Quant à Madame Truss, on a vu que ces dernières années, la voile a vacillé plusieurs fois. A façayé plusieurs fois. Donc ça, c'est une grande différence. Et à l'instant, Franz parlait de Gaulle en disant que c'était quelqu'un qui avait des convictions. Margaret Thatcher aussi. Et il y avait une colonne vertébrale. Et ça, c'est vrai qu'on manque de plus en plus de dirigeants de cette trempe. Le même avis? Complètement, je n'ai rien à rajouter, parce que je pense que c'est ça le problème, c'est la colonne vertébrale. Et c'est pour ça que la France aussi en est là où... Et parce que, oui, la France est en déclin, vous le dites. Hein. Mais oui, mais en déclin, c'est tellement évident, il suffit de regarder les chiffres. Vous faites un chapitre dessus. Non, attendez, moi je suis un optimiste, je ne suis pas du genre de connard qui vont vous expliquer que c'était mieux avant, je ne crois pas du tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus rageant. Si vous voulez, c'est ça aussi le sens de l'autre livre que j'ai publié quelque temps avant celui-là, qui s'appelle Le Sursaut, en racontant De Gaulle, qui arrive en 1958 dans une France en perdition, à peu près comme aujourd'hui, hein, en perdition, avec la guerre civile en plus qui pointe avec l'histoire de l'Algérie, et qui prend des décisions très violentes, très vite. Bon, pour ça, évidemment, il faut peut-être s'appeler le général de Gaulle, c'est-à-dire c'est un personnage historique, on est d'accord. Mais il faut aussi avoir des convictions très fortes sur voilà ce qu'il faut faire, et on va le faire comme ça. Allez-y. Bonjour. Alors, j'ai une question pour monsieur, une question pour madame. Vous avez évoqué le manque de diversité au sein des médias en France. Sincèrement, ce n'est pas quelque chose que je vis au quotidien. Je voudrais savoir si, au vu de vos propos, vous considérez que CNews, à l'heure actuelle, Le Point sont des journaux d'extrême droite, ou même d'extrême gauche, pardon, ou même Le Figaro. Et pour madame, vous avez évoqué la question du voile au sein de la société française, évoqué le risque islamiste et fait un parallèle que je trouve assez simpliste, enfin un raccourci un peu trop rapide. Est-ce que vous avez une proposition à propos de cela? Croyez-vous que le voile est une menace pour notre société? Alors, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que je mettais pas en
on a le droit, les femmes ont le droit d'être voilées, c'est pas ça. En revanche, dire à une femme voilée qu'elle est le symbole de la lutte pour la libération des femmes, là je dis non, je suis pas d'accord, je suis désolée. C'est là-dessus que je mettais le point. Je mettais pas en question le fait qu'une femme puisse mettre un voile. Elle a tout à fait, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on lui dire qu'elle est un symbole de la lutte pour les femmes. Non. Ouais. Et sur la diversité, sur la diversité dans les médias, François-Olivier Gisbert, votre réaction? Est-ce que nous pouvons rester juste sur la première question avant, juste parce que... On ne va pas faire qu'un débat là-dessus, parce qu'en plus, c'était un propos qui a été donné par Anne Fulda, c'est une interprétation que vous pouvez avoir, mais ça n'a rien à voir avec le bouquin dont vous pourrez discuter en aparté. On en parlera plus tard, merci. Mais sur la deuxième question du jeune homme, sur justement la diversité dans les médias, François-Olivier Gisbert. Oui, cette question, je suis désolé de vous dire, mais elle relève d'un certain bourrage de crâne. C'est-à-dire que CNews, c'est effectivement une chaîne qui marche parce que le propriétaire s'est dit il y a un créneau. Bon. Toute la presse d'ultra-gauche, plus ou moins débile, nous dit qu'il avait un projet, c'était de faire élire Éric Zemmour à la présidence de la France. C'est ce que j'ai lu, hein, tout le monde nous a expliqué ça. En fait, rien à foutre. Il a C8 également de l'autre côté, Cyril Hanouna, qui dit exactement le contraire de ce que disait Zemmour. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est du marketing. Et bon, ça fait aussi que CNews, qui était une chaîne qui était complètement en perdition, est aujourd'hui une chaîne qui tient la route, donc qui est redressée. Ça, c'est tout à fait différent et c'est totalement marginal. D'autre part, Le Point, c'est un hebdo, bon, sous prétexte qu'il marche, et que c'est un des seuls hebdos aujourd'hui qui marche et qui a même gagné de l'argent l'année dernière, et même un peu. C'est vrai que c'est un journal qui est souvent attaqué. Mais je veux dire, il défend des opinions, c'est un quotidien, on va l'acheter, etc. Et si vous voulez, il y a aujourd'hui, je suis désolé, dans le cadre du bourrage de crâne en permanence, où dès que vous n'êtes pas d'accord avec Mélenchon, vous êtes d'extrême droite, parce que c'est comme ça aujourd'hui, dès que vous critiquez un tant soit peu, ou même le voile, on a le droit de critiquer le voile, je suis désolé. Parce que le voile, c'est pas dangereux pour la société, mais je pense pas que c'est génial pour les femmes. Voilà, c'est tout ce que je me permets de dire. Voilà. Et voilà, donc, effectivement, si on a comme projet, parce que c'est pour les femmes, comme d'ailleurs en Afghanistan, de mettre le type est en voiture devant, il y a le chien à côté, il y a les chefs derrière et les femmes sont derrière dans le coffre. Vous en avez vu des photos comme ça, il y en a partout, il n'y a que ça. C'est ça l'Afghanistan. Moi, ce n'est pas ma conception. J'ai pas envie de ça. Mais voilà, j'ai le droit et j'ai le droit de le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et rien ne m'empêchera de le dire. Stop. Excusez-moi, enfin... On va passer à autre chose parce qu'il nous reste 10 minutes et c'est un débat tellement long. Est-ce qu'il y a d'autres questions, madame? Allez-y, madame. Enfin, je trouve juste assez dommage que quand on critique Mélenchon, on soit qualifié d'extrême droite et que quand on critique Le Point, on soit qualifié directement d'extrême gauche. Ça simplifie beaucoup le débat politique et polarise la société française et je pense sincèrement que c'est un mal aussi. Le message est passé. Madame? Je suis contente qu'on ait écrit un livre sur les femmes de pouvoir. Alors, je voulais poser une question sur une femme qui a vécu il y a 600 ans, qui n'était pas une femme de pouvoir, mais qui a eu un certain pouvoir, la pauvre Jeanne d'Arc. Fait-elle partie de votre livre, d'une part? Non. Et d'autre part, elle a émergé à une époque où le pays était au bord du gouffre, au bord de la disparition, noyauté, je dirais, grignoté par les Bourguignons et par les Anglais d'une part. Avez-vous mis Jeanne d'Arc dans votre livre d'autre part? Et je voulais savoir, je vous prends à brûle-pourpoint l'un et l'autre, ce que vous pensez en fait des similitudes qu'il y aurait entre Jeanne d'Arc et le général de Gaulle, également en 1940, quand le pays s'est trouvé au bord du gouffre. Alors, y voyez-vous, à brûle-pourpoint, bien que vous ne soyez pas des historiens, y voyez-vous des similarités? Et ces similarités ne résident-elles pas uniquement dans le terreau qui était là pour que ces personnes puissent émerger et sauver le pays? Alors, elle ne fait pas partie des 20 portraits, malheureusement. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut pas lire le livre. Là, pour répondre à la question de madame sur les similarités qui peuvent exister entre Jeanne d'Arc et Général de Gaulle, j'avoue que ce n'est pas facile. Je crois que je vais laisser Franck qui va sûrement... Puisqu'il sait répondre à tout. La patate chaude. De Gaulle, bon, c'est pas une patate chaude, parce que De Gaulle est fasciné par Jeanne d'Arc. À Colombey des Églises, il va à la messe le dimanche, et il se met toujours au 10e rang. Pourquoi? Parce qu'il y a un vitrail avec Saint-Louis, qu'il adore,
Et l'autre vitrail, c'est Jeanne d'Arc. Et il le dit souvent. Il adore aller à la messe entre les deux. Et vous avez des tas de livres sur De Gaulle qui sont souvent lamentables, il faut dire, des espèces de gaulolâtries sans intérêt, je ne vais pas donner les noms. Mais il y a un livre absolument exceptionnel qui est signé Éric Roussel sur De Gaulle, et où on voit très bien, il ne le dit pas comme ça, attendez, je caricature quand je dis ça, mais à la limite, il laisse entendre peut-être que De Gaulle entendrait des voix et les voix de Jeanne d'Arc. Je pense que De Gaulle était habité par Jeanne d'Arc, et ce que vous avez dit sur Jeanne d'Arc est très juste. C'est-à-dire, elle surgit à un moment donné et tout est foutu. Tout est foutu et elle dit des choses, elle avance et brusquement, des gens la suivent. Donc c'est un personnage absolument considérable de l'histoire de France. Et si vous voulez, quand on regarde les grands personnages de l'histoire de France, si on va un petit peu plus loin, c'est un des grands personnages de l'histoire de France, en tout cas à mes yeux. Beaucoup plus que Napoléon, qui a certainement construit des choses. Napoléon III, on l'oublie aussi, parce qu'il a aussi construit des choses. Hein. Je ne sais pas ce que serait un certain nombre de villes françaises si Napoléon III n'était pas passé par là. Mais tous ces personnages sont souvent assez négatifs. Si vous regardez les morts sous Napoléon, et puis aussi des guerres débiles de Napoléon III, etc. Enfin, celle de Napoléon étant encore plus, comment dire, enfin, ayant été encore plus mortifère. Mais je pense que c'est un des personnages positifs de l'histoire de France. Et c'est pour ça que le rapprochement avec De Gaulle n'est pas, et pas du tout surfait, et je pense que De Gaulle s'en inspirait. Et d'ailleurs, si vous voulez, chez les gaullistes, parce que j'ai eu ça une fois, c'était, vous savez, le procès de Jeanne d'Arc était quelque chose de très lu, que le général de Gaulle lisait et pouvait citer, parce qu'il y a des choses qui sont dites là, qui sont toujours d'une actualité brûlante. Voilà, madame. Inattendu, oui, il a réussi à faire un parallèle. D'autres questions? La dernière, madame. Au premier rang. Votre prénom, madame? J'ai l'impression d'être à l'école des femmes. J'aimerais que vous nous parliez d'Angela Merkel, parce que on l'a mise sur un piédestal pendant très longtemps, et maintenant, a posteriori, on se rend compte qu'elle a fait des choix qui n'étaient pas très judicieux. Et ce qui est étonnant, c'est que pour une femme qui a vécu en Allemagne de l'Est, elle ait fait confiance à Poutine à ce point. C'est le dernier portrait, le 20e, de cet ouvrage. Oui. Votre réflexion est assez judicieuse, il faut dire. C'est vrai qu'elle a été mise sur un piédestal parce qu'il faut bien dire qu'elle a un destin assez incroyable, cette fille de pasteur, grandie, comme vous l'avez rappelé, en Allemagne de l'Est et qui devient la première dirigeante d'Europe occidentale pendant tellement longtemps. C'est vrai qu'avec les lunettes de l'époque, elle n'a probablement pas eu le discernement qu'on aurait aimé qu'elle eût, mais ça reste malgré tout quand même une grande dirigeante, je dirais. C'est pas moi qui ai rédigé le portrait sur elle, mais enfin, je reste quand même sur l'idée que ça demeure une femme qui mérite le respect, qui a su accompagner surtout, elle est arrivée après la chute du mur de Berlin, mais cette nouvelle Allemagne qui a émergé après. François-Olivier Gisbert, vous avez le même avis qu'Angela? Non. C'est bien. Non, vous ne voulez pas donner votre avis? Non, j'ai pas le même avis qu'Anne. Ah. Pourtant, ça m'étonnait que vous n'ayez pas d'avis. Pratiquement la même chose qu'Anne sur la plupart des sujets. Mais là, je pense que c'est quelqu'un qui, effectivement, qui n'a pas été à la hauteur. J'ai mis du temps à le comprendre. Il faut bien voir, elle a quand même une difficulté, c'est qu'elle arrive après deux personnages historiques. Il y en a un, c'est le chancelier Kohl, qui était quelqu'un de très impressionnant et qui a fait la réunification. Et dans les personnalités politiques que j'ai rencontrées, c'est vrai que c'était l'un des plus impressionnants. C'est une force vitale, maltraité par la presse allemande et s'en foutant. Il zozotait, donc tout le monde se moquait un peu comme s'il était débile. Mais il y avait vraiment une puissance et puis peur de rien, quoi. Puis Schroeder. Et après, le deuxième personnage historique, non, c'était Kohl le premier. Et Kohl, le deuxième, c'est Schroeder, c'est un personnage historique parce que lui, c'est tout à fait différent, c'est rien du tout. Il est venu ici, je me souviens d'une conférence, il abuse toujours. Moi, je l'ai vu beaucoup à Paris, avec Jospin ou avec Chirac. Il abusait vraiment beaucoup du vin blanc. Comment te dire, on se dit on ne peut pas lui faire confiance sur rien. Il est arrivé au pouvoir, le premier mandat, c'est pas très bien passé, il a été réélu quand même. Et le deuxième mandat, brusquement, il s'est réveillé, il a fait un nombre de réformes incalculables sur laquelle, avec une grande force,
avec 1 million de personnes dans la rue, contre tout le monde. Il les a imposées, et c'est sur ces réformes que Angela Merkel a vécu. Parce que Merkel n'a rien fait, en fait. Elle a géré la réunification de Kohl, puis les réformes sociales absolument incroyables de Schröder. Et donc, d'une certaine manière, elle n'est pas un personnage historique. Et puis surtout, je ne dirais pas qu'elle a été trompée ou dupée par Poutine. Je ne suis pas sûr qu'elle était aussi naïve que ça, parce que c'est une femme intelligente. Mais elle n'a pas pensé quand même imaginer d'autres solutions que le tout gaz russe, quoi. Ça, c'était quand même une erreur stratégique terrible. Il fallait penser à diversifier, quoi. Ce que la France, Dieu sait si je suis sévère sur la politique nucléaire, par exemple, de notre président, mais Macron, il a su. Il a su, enfin, en tout cas, les dirigeants français ont su diversifier l'approvisionnement et de ne pas laisser uniquement les Russes nous fournir du gaz. Voilà. Gerhard Schröder, c'est un peu l'anti-Chirac, parce que dans l'un de vos éditos, Chirac vous a dit plusieurs fois en face à face, Franz-Olivier Gisbert, je ne sais pas comment il vous appelait, mais on ne gouverne pas contre le peuple. Et là, Schröder a gouverné contre son peuple. Il n'a pas eu peur de mettre 1 million, 2 millions de personnes dans la rue. Non, Chirac, il a réussi à le faire contre son gré, mais d'ailleurs, dès qu'il y a eu du monde, il a arrêté. C'est un petit peu différent, c'est que Chirac, en fait, il a été meurtri, blessé par l'histoire de 95. Voilà. Et à partir de là, je cite d'ailleurs dans un bouquin qui sortira dans 2 ans, j'ai commencé l'écriture, il a des propos épouvantables sur les Français, à partir de 95. Cette grève, finalement, il a cédé, mais il parle de Gaulle, des Français comme de Gaulle en parle, avachi, pas de sens civique, enfin, etc. Très violent. Et je pense qu'à partir de là, il a un peu rangé tout. Et il a laissé pisser. Que n'a-t-il prononcé ces paroles en public? C'est dommage. Ah oui, mais bon. Mais c'était off, hein, je respecte. Ah non, c'est bien quelqu'un qui ne respecte pas le off. Vous, non, non, ça, vous savez, non, j'aurais toujours respecté le off. Ah bon? Non, bien sûr. Ouais. Ah non, sauf dans vos livres. Ah ben, non, pas du tout, je respecte. Le off... Et je vous ai entendu dire 10 fois qu'il n'y a pas de off dans le journalisme. Non, attention. Il y a 2 trucs. Aux États-Unis, j'ai vécu là-bas, c'est très bien fait. Vous avez le deep underground qu'on ne dit jamais. Moi, on m'a dit des choses, tu répéteras jamais, tu écriras. Bon. Et il y a le off the record, c'est-à-dire si vous l'écrivez, la personne ne vous verra plus jamais. Voilà, et donc, c'est à vos risques et périls, et c'est à vous de choisir le moment de le publier, et vous le publiez. Bon. Et quand j'ai publié, d'ailleurs, moi, c'est vrai que Chirac était furax. Enfin, il m'a comme dédicacé ses bouquins, très sympa, amicalement, les 2 livres de mémoire qu'il a publiés après. Donc, c'était pas non plus... voilà, je ne l'avais pas trahi, puisque j'avais pris des notes devant lui. Donc, quand j'ai fait ces fameux livres, j'ai écrit des notes devant lui. Le seul truc, c'est les confrères. C'est-à-dire... On y revient. Non, mais quand vous vendez des livres à 420 000 exemplaires, c'est normal que vous en preniez plein la gueule, et j'en ai rien à foutre. On a très bien compris que vous en aviez. Je les emmerde, vous voyez. Moi, pas vous, hein, cher ami. Et pas si Anne, surtout pas Anne, et pas vous. Tant qu'Anne Fulda n'est pas dedans, c'est pas grave. Mais en tout cas, si vous voulez aller, si vous avez encore l'occasion d'aller sur le chapiteau, c'est à la fois un livre d'histoire, mais aussi un livre d'actualité. Et puis Franz-Olivier Gisbert, encore une fois, si vous voulez avoir une écriture et un point de vue acéré sur la société dans laquelle nous vivons, vous pouvez aller voir pour ces bouquins aux éditions Perrin et Albin Michel, je vous demande. Juste le mot de la fin, parce que pour le dire avec Anne, c'est important, parce que, bon, là, on a un peu cancané, et en même temps, je pense qu'on a besoin de politique, et moi, j'ai du mal à supporter, comment dire, le traitement qui est fait aux politiques. Bon, c'est vrai que je suis quand même, comme Anne, on peut parler très librement des uns ou des autres, mais je trouve qu'on a tendance, dans notre société de la communication, à salir beaucoup trop le personnel politique, à le traiter quand même comme moins que rien. Et c'est un métier, non, mais je suis désolé de le dire, là, je ne vais pas me faire applaudir, mais c'est un métier où il y a énormément de gens qui travaillent comme des chiens pour pas grand-chose, je veux dire par là qu'ils pourraient gagner beaucoup plus ailleurs, et qui sont traités de pourris toute la journée. Et je dois dire, non, mais je dis ça parce que c'est important de le dire régulièrement, quand on a l'occasion de le dire. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les politiques. Après tout ce que j'ai dit, c'est un métier très, très dur dans une société très violente. Voilà. Merci à vous. Alors,
associer à vos confrères, notamment, et c'est un comble, ceux qui d'abord, ils ne travaillent pas. Je suis un ancien élu retraité parce que j'ai été battu en 2015 avec la vague des 300 de gauche que Hollande a fait dégager avec beaucoup de courage. Et ce que vous avez dit m'a touché profondément parce que j'ai été élu à 34 ans. J'ai quitté la scène modeste politique, conseiller départemental dans la Meuse, mais j'ai toujours été traité de pourri et ce que vous avez dit m'a touché énormément parce que en tout cas merci pour l'avoir dit. Bonne soirée.